Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des séminaires quantiques de l'ONERA. Donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Thierry Chanelière de l'Institut NEL. Donc, Thierry est spécialiste des mémoires quantiques, donc a fait sa thèse dans l'équipe de Robin Kaiser à Nice, où il a travaillé donc, sur le refroidissement des atomes de strontium. Donc, c'était dans les années 2000, début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, on peut dire qu'à cet égard, Thierry est un pionnier parmi des premières équipes qui ont regardé ce refroidissement du strontium à l'époque où c'était déjà entrevu comme très prometteur pour les horloges optiques, mais où il y avait encore très peu d'équipes dans le monde qui adressaient ces problématiques. Donc, il a notamment regardé des effets de diffusion de la lumière dans des pièges magnéto-optiques de strontium. Donc après sa thèse, Thierry est parti en postdoc dans l'équipe d'Alex Kuzmich à Georgia Tech, où il a donc travaillé sur des mémoires quantiques à base d'atomes froids. Voilà, donc là encore, ces travaux ont eu beaucoup d'impact, un papier notamment dans Nature qui est beaucoup cité à ce sujet, donc sur des expériences encore une fois pionnières de mémoire quantique à base d'atomes froids. Et puis donc, de retour en France, Thierry a été recruté au laboratoire Aimé Cotton, où il a travaillé donc, notamment avec Jean-Yves Le Gouët sur des mémoires quantiques dans des terres rares cryogénisées. Et puis ensuite, Thierry donc, est parti à Grenoble, à l'Institut NEL, où il est donc actuellement chercheur CNRS, et où il travaille notamment sur des mémoires quantiques à base de cristaux dopés erbium, dont il va nous parler aujourd'hui. Thierry, merci d'avoir accepté l'invitation et je te laisse la parole. Merci bien, surtout merci pour l'invitation. C'est sûr, j'aurais bien aimé venir à l'ONERA en présentiel si les circonstances avaient été autres. C'est vrai que maintenant j'ai quitté le plateau de Saclay il y a 2 ans. J'étais content de partir quand même, mais je suis toujours content d'y revenir parce que j'ai plein de liens amicaux et scientifiques. Donc je suis effectivement depuis 2 ans maintenant à l'Institut NEL à Grenoble. Et je continue un peu sur ma thématique qui est la question des mémoires pour des télécommunications quantiques. Ce sera un séminaire assez général. Je suis passé en plein écran, donc Sylvain, s'il y a un souci, prends la parole pour m'interrompre, parce que je ne vous vois plus. Donc je vais vous parler des mémoires quantiques. Une mémoire quantique, elle prend son sens pour les télécommunications quantiques dans un schéma de répéteur. Donc ça, c'est un truc que je veux quand même expliquer, partant du principe que vous avez déjà eu des séminaires, notamment, si j'ai bien compris, avec Eleni Diamanti sur la crypto quantique. Les mémoires quantiques peuvent intervenir pour étendre la crypto quantique dans un schéma de répéteur. Donc je vais vous l'expliquer parce que c'est parfois un peu escamoté dans les discussions, et ça mérite quand même d'être connu. Ensuite, je vais vous parler des systèmes qui m'intéressent, donc qui sont ces cristaux dopés terres rares, et moi je m'intéresse particulièrement à l'herbium, qui est compatible télécom en termes de luminescence. C'est une terre rare particulière. Je vous brosserai un petit peu le paysage, et puis je parlerai aussi un peu d'autres terres rares pour passer en revue l'état de l'art, et j'essaie de retenir 3 performances un peu importantes pour les mémoires quantiques, qui sont l'efficacité du stockage, le temps de stockage et ce que je vais appeler la capacité de multiplexage. Donc je vais définir tout ça. Je me focalise sur ces 3, les Anglais diraient figures de mérite. Il y en a d'autres, mais il fallait un petit peu que je choisisse. C'est l'idée de toute façon du séminaire, c'est de faire une introduction, de passer en revue ce qui se fait, de vous donner un peu 2-3 mots-clés, de parler un petit peu de l'état de l'art, de ce qui se fait dans les mémoires quantiques. Je vais un peu survoler tout ça, donc je m'en excuse, c'est pas forcément là que je suis le plus à l'aise. Et puis bon, de temps en temps, c'est bien aussi un peu de faire de la physique qui fait un peu mal à la tête, parce que c'est vrai qu'en ce moment, autour des techno-quantiques, il y a pas mal d'effets d'annonce, et des fois, on a un peu tendance à perdre pied, donc je trouve la physique, ça nous remet les pieds sur terre. Donc bon, on pourra en discuter à la fin du séminaire, ou si ça vous intéresse, on peut en parler volontiers, mais là, je vais vraiment survoler. Donc c'est un peu... Thierry, si je peux te dire, on n'a pas eu de séminaire de Eleni Diamanti sur la
Ah ok. On n'a rien eu sur la crypto quantique, en fait. On a eu pas Ah mal ok, sur bon. les sources de lumière quantique, mais pas trop sur les applications crypto pour le moment. Ok, bah, je vais vous parler un peu de la crypto. Bon, la crypto, c'est des clics. C'est ça l'idée. Alors, c'est quoi une mémoire optique? Alors, une mémoire optique, déjà, c'est un système matériel. Il y a deux un peu grandes familles. Il y en a d'autres, mais les deux grandes familles, c'est les vapeurs atomiques, euh, que vous connaissez aussi à l'ONERA. Euh, je dirais, c'est une thématique forte en France et surtout dans la région parisienne. Et puis des cristaux dopés, donc une version solide, qui sont deux systèmes qui interagissent bien avec la lumière. Donc ces trucs-là peuvent former une mémoire. Alors ici, j'ai une boîte qui symbolise un peu ma mémoire. Une mémoire optique, c'est simple. Il y a une impulsion lumineuse qui arrive. Elle va rentrer dans la mémoire et elle va l'exciter pendant un certain temps. Donc dans cette boîte, il y a une vapeur ou bien un cristal. Et puis à un temps ultérieur, la lumière va ressortir. Donc ça, c'est un schéma ultra basique de mémoire optique. Et une mémoire quantique, bah, en gros, c'est la même chose, mais vous êtes capable de faire ça au niveau d'un seul photon. Donc là, les contraintes sur le bruit sont importantes. Euh, J'en parlerai un petit peu. Moi, il y a un aspect que je trouve très intéressant dans la façon de stocker, c'est que quel que soit le milieu matériel, on joue toujours sur deux propriétés qui sont quand même duales, qui sont l'absorption et la dispersion. Euh, Parce que pour faire court et essayer un peu de vous donner quelques éléments, quand vous avez un milieu absorbant, c'est facile d'exciter les atomes, mais c'est pas simple d'en ressortir, parce que comme le milieu est absorbant, il a tendance à retenir les photons pour ressortir. Quand vous avez un milieu transparent, bah, c'est pas facile d'attraper la lumière à l'intérieur, mais c'est un peu plus facile de ressortir. Et quand vous regardez un peu les différents protocoles de stockage, il y a toujours un peu ce balancement, cette dualité qui est un peu fondamentale parce qu'elle est liée à la causalité et à Kramers Kronig. Donc voilà, c'est juste quelques mots-clés. Je vais parler un petit peu des répéteurs. Alors, de façon un peu rapide, quand je parle un peu aux étudiants, je leur dis, bon, bah, les mémoires quantiques, notamment Erbium, il y a déjà de l'Erbium en télécom et il sert de répéteur classique, et nous, on veut faire un répéteur quantique. Alors, bon, c'est une image qui est intéressante, mais qui peut être un peu trompeuse. Euh, je vais essayer de l'expliquer là dans les 5 minutes qui suivent. Alors, j'ai juste mis ici un lien internet. On avait participé là, il y a maintenant une dizaine d'années à un projet européen qui était mené par le groupe de Nicolas Gisin à Genève sur la question des répéteurs quantiques. Je vous renvoie à ce site web parce que je trouve que il y avait un effort pédagogique qui avait été fait. Donc il est un peu ancien, mais je trouve que les présentations un peu générales, elles sont toujours d'actualité. Euh, les temps typiques, je les ai mis ici, c'est un truc qu'on va garder tout le long de la présentation. Les temps typiques, ça va être de la milliseconde à la fraction de seconde. Ça, c'est les temps typiques de stockage, et ils sont liés à la propagation de la lumière sur des grandes distances. Parce que l'objectif des répéteurs, c'est d'étendre la cryptographie quantique, qui est souvent limitée à quelques dizaines de kilomètres, peut-être 100 kilomètres, sur des distances plus grandes, typiquement 1000 kilomètres ou carrément des distances transatlantiques. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai mis des EDFA là, qui sont fabriqués par NEC et qui sont prêts à partir dans l'océan, en fait. Donc ça, c'est quand même une révolution pour les télécoms. L'Internet ne serait pas ce qu'il est sans ces trucs-là, avec le niveau de maturité technologique correspondant. Donc, je veux vous alerter, un répéteur quantique, c'est pas un répéteur classique qui marcherait pour un photon. C'est pas la même chose. Parce que, admettons que vous contrôliez suffisamment bien votre DFA pour qu'il soit capable d'amplifier un seul photon. Vous voyez bien qu'il y a un problème parce que quand vous faites de la cryptographie quantique, vous envoyez des photons uniques. C'est un processus qui est probabiliste. Mais au bout d'une centaine de kilomètres, le photon unique, il peut lui arriver une chose. S'il a de la chance, il a survécu. S'il n'a pas de chance, il a été absorbé dans la fibre. Au bout de 100 kilomètres, c'est très probable qu'il ait été absorbé. S'il a été absorbé, ça veut dire que votre photon unique, dans l'impulsion, il n'y a plus rien. Il y a du vide.
Quand vous envoyez du vide dans un amplificateur, aussi bon soit-il, il va vous ressortir de l'émission spontanée qui est du bruit. Donc, si vous avez perdu votre photon, de toute façon, vous allez générer du bruit. Dans le meilleur des cas, si vous avez un seul photon et que vous l'amplifiez, vous aurez 2 photons en sortie, par exemple. Mais ça, pour la cryptographie quantique, c'est rédhibitoire, parce que la cryptographie quantique, elle s'appuie sur le théorème de non-clonage, qui vous dit que si vous avez un photon, vous ne pouvez pas l'amplifier parce qu'un espion pourrait vous le prendre. Donc, dans tous les cas, si vous avez perdu votre photon, ou même si vous l'avez gardé, l'idée de le mettre dans un amplificateur ne marche pas. Ça ne marche pas pour étendre la cryptographie quantique. Donc ça, c'est un point important. Un schéma de répéteur, c'est pas ça. Un schéma de répéteur, ça s'appuie sur de l'échange d'intrications et ce qu'on appelle des mesures de Bell. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces aspects-là c'est vraiment de l'optique quantique, on va dire pure et dure. Mais l'idée d'un répéteur, c'est de propager de l'intrication sur des grandes distances. Alors, j'explique un petit peu ce que c'est que l'échange d'intrication. L'échange d'intrication, quand on a une source quantique ici, par exemple, que j'ai représentée par un petit bloc bleu, elle va émettre une paire de photons qui sont intriqués ici. Les 2 photons sont intriqués. L'échange d'intrication vous dit que si vous avez 2 sources qui émettent 2 paires, on va dire d'un côté A et B sont intriqués, de l'autre côté C et D sont intriqués. Si je fais une mesure de Bell sur B et C, quand je fais la mesure de Bell, je détruis les photons B et C, mais je transfère l'intrication sur A et D. Donc ça, c'était l'échange d'intrication en 2 secondes. L'idée de l'échange d'intrication, c'est que vous avez 2 paires, A, B, C, D, vous faites une mesure de Bell sur les photons intermédiaires BC et vous arrivez à intriquer A et D. Donc ça, c'est à la base aussi de la téléportation quantique. Ok, donc ça, ce sont des choses qui sont connues et qui ont été vérifiées tout de suite en laboratoire. L'idée d'un répéteur, c'est de séparer ces paires d'une distance, on va dire, par exemple, on va séparer la paire AB de 50 km, la paire CD de 50 km, ce qui fait qu'entre la paire A, entre les photons A et D, j'aurai 100 km. Et ça me permet de propager de l'intrication sur des grandes distances. Alors attention, rapidement, il y aura un problème. Et on se dit, on va concaténer cette idée et on va faire des mesures de Bell successives sur plusieurs segments. Donc ça, c'est l'idée d'un schéma de répéteur. Et pour intriquer, par exemple, sur des grandes distances, si par exemple ici j'ai 4 segments, on va dire qu'il y a 400 km entre les deux, pour arriver à intriquer les paires extrêmes A ici et puis je sais pas quoi Z au bout, je fais des mesures de Bell instantanées sur les photons intermédiaires, et ça me permet de générer de l'intrication entre A et ce que j'ai appelé Z, donc à des grandes distances. Ici 400, mais ça pourrait être 1000. Alors, pour que ce schéma-là marche, il faut que vous arriviez à faire toutes les mesures de Bell en même temps. Donc vous imaginez que les sources génèrent des photons qui sont intriqués, et sur les stations intermédiaires, vous faites des mesures de Bell. Pour pouvoir avoir une intrication à grande distance, il faut que toutes les mesures de Bell sur chaque segment réussissent en même temps. Et ça, c'est très très peu probable si vous n'avez pas de mémoire. Donc ça, c'est un schéma de répéteur. L'idée, c'est de propager de l'intrication par un échange d'intrication locale. Mais la probabilité, par exemple, si vous avez une probabilité P de faire une mesure de Bell sur un segment, et que vous avez n segments, la probabilité que toutes les mesures réussissent en même temps, c'est P puissance n. C'est une loi exponentielle, et cette loi, donc c'est une loi exponentielle de décroissance avec la distance, en fait, parce que n, c'est le nombre de segments intermédiaires. Donc, si vous reposez sur la probabilité P puissance n, ça a très peu de chances de marcher, d'autant plus que P, en général, est très faible. Et vous avez meilleur compte à envoyer simplement votre photon dans la fibre en espérant qu'il ne soit pas absorbé, parce que c'est aussi une loi exponentielle, et c'est exactement la même loi exponentielle. Donc, dans un schéma de répéteur, si vous reposez sur des mesures de Bell que vous espérez réussir à chaque point du segment, c'est très peu probable.
c'est là que peuvent intervenir des mémoires. Parce que si vous avez des mémoires quantiques pour stocker les photons intermédiaires, le jeu est complètement différent. Pourquoi il est différent? Parce que vous prenez un segment et vous faites une mesure de Bell qui réussit d'un côté de votre chaîne. Et là, vous utilisez une mémoire pour stocker les photons A et D, par exemple, ici. Et vous attendez. Vous attendez que les autres segments réussissent. Si les autres segments réussissent, donc vous avez le temps d'attendre parce que vous avez stocké les photons dans la mémoire, au moment où les autres segments réussissent, vous avez tous les photons stockés dans des mémoires et vous n'avez plus que, entre guillemets, à les relâcher pour faire une dernière mesure de Bell qui propage l'intrication. Et là, la loi d'échelle est complètement différente parce que vous n'avez pas le P puissance n parce que la mesure n'a pas besoin d'être simultanée. Vous pouvez stocker les résultats intermédiaires d'un mémoire quantique et ça change complètement la probabilité de réussite. Mais bien sûr, il vous faut des mémoires quantiques. Okay, et c'est là que j'interviens, si possible. Je voulais citer Nicolas Sangoire, qui est un très très bon spécialiste des répéteurs quantiques. C'est pas complètement évident de savoir quelle est la longueur des segments en fonction de l'efficacité des sources, des détecteurs, des mémoires, du nombre de photons dont vous disposez. Je voulais le citer parce qu'il est pas très loin de l'ONERA. Maintenant, depuis 2 ans aussi, il est au groupe de physique théorique à Saclay. Donc je voulais le citer, c'est un très bon spécialiste de ces questions-là. Voilà, donc la mémoire, ça n'a un sens que dans un schéma de répéteur, et un schéma de répéteur, c'est pas simplement amplifier les photons avec un photon unique. Ok, donc maintenant je vais passer quelques minutes sur les terres rares. Donc les terres rares, on utilise essentiellement les lanthanides ici, qui sont en bas de la classification périodique. Donc les électrons qu'on va utiliser pour les transitions optiques, c'est des électrons 4F, et en fait, s'ils sont en bas de la classification périodique, c'est aussi parce que ces électrons 4F, ils sont très particuliers, et toutes les propriétés spectroscopiques des terres rares, elles viennent en fait de cette propriété particulière des électrons 4F. Ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons 4F, c'est la couche externe. Donc pour toutes les transitions laser, les niveaux 4F, on n'excite que des électrons qui sont sur la couche 4F. C'est une couche qui est incomplète, mais il y a 2 couches complètes quand on prend des terres rares qui sont trivalents, ce qui est très majoritairement le cas. Il y a 2 couches complètes, 5S et 5P, dont les rayons en fait sont plus grands que la couche 4F. Donc la couche incomplète, c'est la couche 4F, mais vous avez 2 couches complètes qui sont à l'extérieur et qui forment un écran de protection en fait pour les couches 4F. Et toutes les propriétés des terres rares viennent du fait qu'on joue avec les électrons 4F qui sont protégés par un écrantage des électrons 5S et 5P qui sont à l'extérieur. Et ça donne toutes les propriétés. Après, l'avantage aussi, c'est que dans la suite, là, je vais vous montrer un petit peu des schémas de mailles cristallines ici comme ça. L'herbium, je le mets en vert dans ce cas-là. Ces schémas-là, ils sont très vrais parce qu'en fait, comme les charges sont très localisées, c'est des couches 4F qui sont assez internes. Cette vision un petit peu naïve, sans délocalisation des charges, vraiment des charges localisées autour des noyaux, elles sont tout à fait justes en fait pour les terres rares, mais j'y reviendrai. Je dis ça aussi par opposition, par exemple, aux semi-conducteurs. Quand vous avez une boîte quantique, les boîtes quantiques, les fonctions d'onde sont très délocalisées sur plusieurs éléments de la maille. Okay, mais pour les terres rares, c'est vraiment un système modèle chimique. Quand c'est cristallin, tout ça est ordonné magnifiquement. Voilà. Alors, pour faire court, pour moi, les terres rares, il y a 2 grandes propriétés. Les terres rares, c'est des aimants. Donc, il y a des propriétés de magnétisme. Alors, je me dois quand même d'en parler maintenant que je suis à l'Institut Néel, qui est quand même un haut lieu du magnétisme en France. Les aimants et les lasers. Alors, les aimants, bon, il y a des aimants néodyme, samarium. Les lasers, là, à l'ONERA, vous les connaissez. Il y a bien sûr l'herbium, qui a permis de faire les amplis herbium et qui a permis de développer Internet. Je vais parler du thulium aussi. Il y a peu de gens qui connaissent les lasers thulium, c'est bien dommage. Donc, c'est des transitions très intéressantes autour de 2 microns. Et après, pour les propriétés de luminescence un peu générales, l'europium, avec sa couleur rouge, était utilisé dans les vieux tubes cathodiques des télévisions.
il y a aussi le néodyme pour les lasers néodymiaques, puis il y a le cérium aussi qui donne la luminescence des LED. Donc je dirais que la luminescence des terres rares, c'est quelque chose d'assez quotidien. Donc on prend ces terres rares et on les met ensuite dans des cristaux qui sont typiquement des cristaux d'oxyde. Alors le YAG, tout le monde connaît, YVO4 aussi, donc des vanadates. Et moi je vais parler d'un cristal qui est un peu moins connu, mais qui marche bien, qui est Y2SiO5, et pour les intimes on l'appelle YSO. C'est des cristaux qui, quand on les regarde comme ça à l'œil, ressemblent à ça, donc on dirait un bout de verre. Ils sont pas tellement colorés parce que les niveaux de dopage qu'on utilise sont très très faibles. Je voulais montrer aussi une réalisation à l'Institut Néel où j'ai un collègue qui est capable de polir des boules, qui travaille avec Benoît Boulanger. Donc c'est des cristaux mais en forme de boules, c'est vachement chouette. Et je voulais aussi remercier mon fournisseur officiel de cristaux qui est Philippe Gollner à Chigny Paris, qui maîtrise très très bien la fabrication de ces cristaux-là. Donc les cristaux comme ça, ils sont pas tellement colorés, mais quand on met un laser résonnant avec les transitions, on voit une jolie ligne de fluorescence dans le cristal. Donc les propriétés optiques, elles sont liées, je le disais, aux électrons 4F. C'est des transitions qui sont isolées, qui sont écrantées, et en fait qui sont très faiblement permises, parce qu'a priori elles sont interdites de parité. Donc les raies des terres rares sont quand même assez faibles. Mais en fait, cette faiblesse de raies, c'est un gros avantage pour les lasers, parce que comme les transitions sont faibles, les niveaux de vie ont une très grande durée de vie. Comme ils ont une grande durée de vie, on peut faire de l'inversion de population. Okay, parce qu'on peut stocker en fait des excitations dans les niveaux excités, et l'inversion de population favorise l'effet laser, forcément. Et d'un point de vue de l'information quantique, les raies sont très très fines aussi parce que les électrons 4F sont très bien isolés. Donc des raies fines, ça veut dire des longs temps de cohérence, et ça, c'est un peu la martingale de l'information quantique. On veut des raies fines et des oscillateurs avec une longue cohérence. Je montre un exemple de spectroscopie. Donc là, j'ai juste montré une mesure d'absorption d'un cristal dopé erbium, qui est un cristal de vanadate. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est l'échelle ici, l'échelle de mesure. Les raies qu'on voit ici, il y a 3 petites raies là, qui sont quasiment résolues. Chaque raie fait à peu près 20 MHz. Donc là, je parle bien d'un ensemble, donc c'est juste une mesure en transmission, et on voit des raies qui font 20 MHz. C'est exceptionnel, même pour des vapeurs atomiques qui sont bien isolées, très diluées. Ici, c'est vraiment insolide. On voit ces raies-là, et c'est vraiment de la physique atomique dans des solides, parce que les 3 raies qu'on voit, en fait, c'est des schistes isotopiques qui sont dus aux isotopes de l'herbium. Il y en a 3 principaux qui sont 166, 168, 170, dont l'abondance naturelle, c'est à peu près la hauteur des raies. Et on voit aussi ici, là, 2 pics à gauche et à droite, qui sont en fait la structure hyper fine d'un des isotopes, le 167. Donc peu importe la physique interne de l'herbium, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment, on a l'impression que c'est de la physique atomique, sauf qu'on est vraiment dans des systèmes solides avec des finesses de raies qui sont quand même impressionnantes. Donc ça, c'est un cristal un peu exceptionnel. Donc là, c'est la même chose avec une détection synchrone pour bien faire sortir les raies, et ces propriétés, elles se révèlent à température cryogénique. Donc ça, c'est un petit peu le prix à payer, mais qui est quand même quelque chose qui se démocratise beaucoup, notamment avec les questions de techno-quantique. Et je donne juste un peu des points de référence. Il a été mesuré, par exemple, pour l'europium. Alors les gens confondent erbium et europium. Donc erbium c'est infrarouge, europium c'est plutôt rouge. Mais c'est pas la même chose. C'est un système qui a une très bonne cohérence à la base, l'europium. Et il y avait une manip où ils ont montré que donc c'est une mesure de cohérence un peu particulière, mais que le temps de cohérence pouvait atteindre 6 heures. Donc c'est vraiment des choses qui sont exceptionnelles, je dirais même en physique atomique avec des vapeurs diluées. Donc voilà, donc les terres rares ont une bonne cohérence, et ça c'est très bien pour l'info quantique et pour les mémoires quantiques, parce que le temps de cohérence, ce sera le temps de stockage. Alors je vais me focaliser un peu sur l'herbium. Donc l'herbium, il interagit dans la gamme télécom, plutôt en bas de la bande C, la 1536, quand on le met dans Y2SiO5. Et à basse température, c'est essentiellement un système à 2 niveaux.
On voit à peu près une seule transition entre des niveaux que les gens connaissent dans les EDFA à basse température. Les différentes transitions qu'on voit sont complètement résolues. Et le champ cristallin fait qu'en fait, c'est un système à deux niveaux. Alors, je veux signaler un point important, c'est que quand on applique un champ magnétique, en fait, on éclate ces niveaux-là en deux doublets, mais ça reste une structure simple dans le sens où il y a ici quatre niveaux en tout. Donc, c'est pas trop compliqué. Donc, voilà, c'est vraiment, pour résumer, c'est vraiment de la physique atomique assez simple, avec 2 ou 4 niveaux si vous mettez un champ magnétique. Donc ça reste des choses assez simples. Alors, il y a un point très très important avec l'herbium, sur lequel on bute, c'est que la sensibilité au champ magnétique, alors nous on parle de facteur G, donc c'est l'amplitude de l'effet Zeeman ici qu'on va avoir, il est très fort, c'est un G de 15, donc à comparer avec un spin électronique, je dirais, normal, qui a un G de 2, un facteur G de 2. Donc ça c'est la sensibilité au champ magnétique. L'herbium est très sensible au champ magnétique. Ça, c'est un problème, parce que la sensibilité au champ magnétique, il y a toujours des fluctuations de champ magnétique qui vont limiter la cohérence des transitions et qui vont limiter le temps de stockage des mémoires quantiques. Donc ça, c'est une façon de voir le problème de le verre à moitié vide. Moi, j'aime bien le voir à moitié plein. Ils ont une forte sensibilité au champ magnétique, donc ça, je trouve aussi que c'est une propriété intéressante. Moi, j'ai été sensibilisé à ces aspects-là avec l'équipe de Thales, avec qui on continue à travailler la sensibilité un peu au signal électromagnétique. Donc, on a beaucoup travaillé avec Thales, pas spécialement avec l'herbium et pas en utilisant le spin, mais je trouve que le contexte de l'interception électromagnétique avec des systèmes sensibles au champ électrique ou magnétique, c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, ça c'est pour voir le verre à moitié plein. Et on a aussi un chouette projet qui est vraiment du sensing à la limite quantique, parce que le groupe de Patrice Berthet, avec lequel on collabore avec une forte composante matériaux qui est assurée par Chimie Paris, il s'intéresse au couplage d'un seul spin d'herbium, un herbium unique, avec un résonateur supra qui utilise les propriétés de spin, donc la forte sensibilité au champ magnétique. Donc ça, je voulais le signaler parce que on a tendance à dire, ah là là, forte sensibilité, ça va poser des problèmes. Oui, ça pose des problèmes, mais il faut aussi pouvoir retourner un peu ces arguments-là et arriver à s'en servir. Voilà, donc maintenant, j'ai fait une longue introduction. Je pense que c'était un peu le but du séminaire. J'ai parlé des répéteurs, j'ai parlé des terres rares qui, moi, m'intéressent. Maintenant, je vais parler des mémoires quantiques plus spécifiquement pour cette deuxième partie. Alors, une mémoire quantique a un certain nombre de performances. La première, c'est l'efficacité du stockage. C'est-à-dire, si vous rentrez un seul photon, quelle est la probabilité d'avoir votre photon en sortie? Alors, l'efficacité, bon, j'ai mis une boutade. On n'est pas obligé d'avoir 100% d'efficacité, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est des choses qui peuvent partiellement être compensées. Les temps de stockage, ils sont guidés par l'application. C'est-à-dire, si on veut faire de la cryptographie quantique avec avec des mémoires quantiques sur une échelle de plusieurs milliers de kilomètres, il faut que vous ayez des temps de stockage qui soient compatibles avec la propagation de la lumière sur cette distance-là. Donc ça veut dire des millisecondes. Et dans un schéma de répéteur, si vous faites plusieurs essais, parce que les mesures de Bell ne vont pas forcément marcher, il vous faut plusieurs fois ce temps caractéristique. Donc à la fin, ce sera toujours de l'ordre de la dizaine de millisecondes, de la fraction de seconde. C'est les temps caractéristiques qu'on vise. Je ne vais pas parler avec regret de la bande passante, mais si vous avez déjà eu un séminaire sur les sources, il faut que la mémoire quantique elle ait une bande passante qui corresponde à la bande passante de la source. Et c'est pas du tout évident, aussi bien avec des terres rares qu'avec des vapeurs atomiques. Je dirais un mot, ça c'est peut-être moins connu, de la capacité de multiplexage. La capacité de multiplexage, c'est le fait que dans une mémoire, vous pouvez par exemple stocker non pas une impulsion, mais un train d'impulsions. Donc vous stockez plusieurs qubits en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la capacité de multiplexage temporel. Il peut y avoir aussi une capacité de multiplexage spectral, c'est-à-dire que vous avez des impulsions à des fréquences différentes. Donc là, vous exploitez différentes parties du matériau, de la bande passante du matériau. Puis après, vous pouvez avoir un multiplexage spatial, c'est-à-dire le fait que vous ayez plusieurs mémoires l'une à côté de l'autre, ou plusieurs points
dans un cristal ou dans une vapeur atomique. Et en général, les gens essayent de regarder un peu les trois en même temps et d'essayer de coupler l'ensemble. La capacité de multiplexage, elle est importante parce qu'elle peut compenser si vous avez une efficacité qui est faible. Par exemple, si vous avez une efficacité qui est de 10%, c'est pas forcément rédhibitoire si vous avez une capacité de multiplexage de 10. Parce que, en quelque sorte, vous pouvez vous essayez 10 fois en même temps avec une efficacité de 10%, c'est comme si vous aviez une seule mémoire sans multiplexage avec une efficacité de 100%. Okay, c'est des arguments un peu à la main, après il faut rentrer dans le détail, c'est pas si clair, mais ce que je veux dire, c'est que l'efficacité telle qu'elle, si on oublie un peu l'aspect multiplexage, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du bruit, mais le bruit c'est important, hein, parce que si vous travaillez au photon unique et que vous avez des millions de photons de bruit qui sont dus aux impulsions que vous utilisez pour contrôler la mémoire, ça ne va pas marcher. J'en parlerai pas, mais c'est quelque chose de très très important. L'efficacité. Donc là, je montre un exemple d'efficacité qu'on avait obtenu il y a maintenant plusieurs années au laboratoire Aimé Coton, d'efficacité de stockage dans l'herbium. Donc c'est directement compatible télécom. Et on voit ici la courbe de l'efficacité en fonction de l'absorption, que nous on appelle épaisseur optique. Elle plafonne autour de 40%. Et de toute façon, en fait, dans ces manips-là, on est limité à une cinquantaine de pourcents, parce que je vous disais en introduction qu'on joue avec l'absorption. Bah là, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a de l'absorption, ce qui est plutôt favorable à la réémission, mais à cause de l'absorption, si l'absorption est trop grande, le photon qu'on réémet, il est réabsorbé. Et ça bloque, ça plafonne l'efficacité ici à une cinquantaine de pourcents. Les techniques qu'on utilise, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, les techniques qu'on utilise ici dans les cristaux d'Opétera, c'est des techniques qui sont héritées, qui sont héritées de l'écho de photons, qui a beaucoup utilisé en spectroscopie. Alors, on a fait une revue là avec, je parlais Nicolas Sangouar, également Gabriel Ettet qui est à Paris. On avait fait une revue un peu des protocoles et on essaye un peu de discuter de la façon optimum de stocker, de jouer sur l'absorption. Donc je vous renvoie à ces publics qui est assez détaillé si ces aspects-là vous intéressent. Donc là, voilà. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on obtient avec des terres rares dans la gamme télécom, des efficacités qui sont finalement assez raisonnables. Je vais aussi parler des vapeurs, parce que les vapeurs, historiquement, moi j'ai beaucoup travaillé dessus il y a maintenant pas mal de temps. Je voulais citer par exemple les travaux de Julien Laura, très récents, de l'an dernier, qui obtient des efficacités qui sont vraiment, vraiment importantes, autour de 85-90%. Donc là, c'est des vapeurs atomiques. Je voulais en parler. Un séminaire dans 2 mois, Julien. Ouais. Voilà, je fais un peu de teasing, comme on dit, pour lui. Donc les efficacités sont très importantes. Le truc à retenir, c'est que c'est des protocoles différents. C'est des protocoles qui sont basés sur la lumière lente, de la transparence induite électromagnétiquement. Il vous en dira plus. Ce qu'il faut voir, c'est que la loi d'échelle en épaisseur optique, elle est différente ici. Il faut typiquement plusieurs centaines pour obtenir des grandes efficacités, alors que les protocoles que nous on utilise, il suffit de quelques unités. Okay, donc c'est des principes différents, mais qui permettent d'avoir des efficacités très grandes. Et ces manips-là, c'est un vrai tour de force expérimental, aussi bien la partie atome froid que la partie détection, corrélation et compagnie, quoi. Mais je voulais un peu en parler pour montrer un peu les deux systèmes avec quelqu'un. En plus, s'il vient, ça permet de stimuler la curiosité. Alors maintenant, je vais parler du temps de stockage. Par exemple, pour la manip dont je viens de parler avec 40% d'efficacité, le temps de stockage ici, c'était une fraction de milliseconde. Ici 400 microsecondes. Donc c'est pas sur la courbe, mais je vous le dis. Donc on avait à peu près 400 microsecondes, ce qui est pas énorme, ce qui est sans doute un peu juste. Mais là, dans les 10 minutes qui suivent, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la complexité des systèmes avec lesquels on joue. Parce que cette figure-là nous dit qu'on a 40%, le temps de stockage, il est 400 microsecondes, et forcément, on essaye de l'augmenter. Donc, on étudie un petit peu tous les paramètres, et notamment, on joue avec le champ magnétique, parce qu'on sait que le champ magnétique, il influence les spins qui, eux-mêmes, induisent de la décohérence.
Et quand on joue avec le champ magnétique, quand on le fait varier, on voit des choses ici en violet, donc ça, le violet c'est la manip, on voit des choses qui sont assez surprenantes. D'une part, quand on est à champ nul, le temps de cohérence qui correspondra in fine pour la mémoire au temps de stockage, le temps de cohérence il est très court, il fait quelques microsecondes. Et quand on augmente le champ magnétique, on voit des choses qui sont vraiment bizarres. À une centaine de millitesla ici, on commence à retrouver des exponentielles qui sont un peu plus longues. Et tout ça pour dire que quand vous faites varier le champ magnétique, vous pouvez avoir 5 microsecondes. Ici, en réalité, quelques dizaines de microsecondes jusqu'à quasiment des millisecondes. Et tout ça est compliqué, ça varie de plusieurs ordres de grandeur. Et en plus, dans ces cas-là, il y a un effet qui était très troublant, c'est que les courbes étaient très très bruitées, mais c'était pas du tout du bruit en fait, parce que c'est un bruit qui est très très reproductible. Pour comprendre la décohérence, on a quand même décidé d'étudier ces effets-là et de mieux les comprendre pour savoir ce qui limitait vraiment les temps de stockage. Et ce qu'on a réalisé, donc ça c'est des travaux qui sont récents, qui sont assez complexes. Ce qu'on a réalisé en fait, c'est que les oscillations qu'on voyait, elles étaient dues aux yttriums. Alors les yttriums, ils sont en bleu ciel ici, dans la maille cristalline. En vert, j'ai l'herbium. En jaune ici, j'ai le silicium. Et en rouge, j'ai les oxygènes. Donc herbium en vert, yttrium Y en bleu, Si en jaune et l'oxygène en rouge. Donc ça, c'est la maille cristalline. Et on a réalisé que ces oscillations, elles étaient dues à des précessions des yttriums ici qui entouraient en fait l'herbium. Voilà, donc là, c'est la complexité un petit peu du milieu solide. L'herbium a un spin électronique qui se couple en réalité au spin nucléaire de l'yttrium, et quand on excite l'yttrium, on excite en fait des effets de précession avec les spins nucléaires de l'yttrium. Et ça génère ces oscillations ici qu'on voit là. Donc ça c'est un vrai problème. Alors, tout le papier consiste à dire, bon, essayons de prédire cet effet-là, c'est ce qu'on a fait. En fait, dans ce système-là, donc là j'ai représenté la maille cristalline, tout est connu. On connaît le spin électronique de l'herbium, on connaît les spins nucléaires de l'yttrium, et avec des analyses cristallographiques, on connaît les positions de tous les ions. Donc on connaît tout, et on peut faire le calcul de cet effet de précession, et on trouve la courbe jaune. Ok, donc elle dépend du champ magnétique, et ce que vous voyez en fait, c'est qu'à partir de données cristallographiques et microscopiques, on arrive à prédire tout à fait les évolutions de la cohérence qui n'ont rien en fait d'exponentiel. C'est pas du tout des exponentiels, c'est des oscillations un petit peu bizarres. Donc voilà, j'essaye un petit peu de vous expliquer la complexité de ces systèmes-là qui sont porteurs, mais qui ont le défaut des solides, à savoir des ions qui sont souvent assez proches les uns des autres. Je vais enfoncer le clou et continuer à discuter un petit peu de la maille et prendre un point de vue un peu plus optique. Ça, je dirais que ça, c'est un peu de la spectroscopie assez fine, c'est un peu on regarde un peu des effets de résonance magnétique. Si on prend le point de vue de l'optique, donc je reviens un petit peu en arrière, je vais parler un petit peu des propriétés d'absorption de l'herbium dans le cristal YSO. C'est des cristaux qui sont assez compliqués parce qu'ils ont des basses symétries. D'un point de vue optique, YSO est biréfringent biaxe. Donc ça, c'est un cristal monoclinique. Il est biréfringent biaxe. Alors biréfringent biaxe, moi au début, je pensais que c'était des trucs qui existaient que dans les bouquins et qu'en fait, il n'y avait pas de cristaux vraiment biréfringent biaxe. Et en fait, si et YSO est biréfringent biaxe. Et en fait, c'est un système complexe. Ok, bon, on relit les bouquins quand même, et puis on arrive à s'en sortir et comprendre un peu dans quelle direction il faut se propager pour éviter la biréfringence. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé en arrivant à l'Institut Néel, c'est qu'en discutant avec l'équipe de Benoît Boulanger, Benoît il m'a dit, mais attention, l'absorption dans ces cristaux, qui sont monocliniques, elle n'est pas du tout isotrope. Alors, je reviens en arrière parce que vous avez vu que l'efficacité, elle dépend de l'absorption. Donc le fait que l'absorption puisse varier en fonction de la direction de propagation, ça m'a quand même intrigué. Et pour faire ces manips-là, on a décidé, avec les gens de l'Institut, de fabriquer un cylindre ici, d'YSO. Alors l'avantage du cylindre, c'est que vous pouvez mesurer l'absorption dans n'importe quelle direction et la longueur est la même.
Donc ça, c'est l'avantage. Vous pouvez faire tourner le cylindre autour de son axe et mesurer en fonction de la direction de propagation. C'est un cylindre ici qui fait quelques millimètres. Alors, ça, c'est un miroir qui sert à l'autocollimation et qui permet en fait, d'aligner qui était essentiellement une intro sur les mémoires et les répéteurs quantiques. Je vous ai parlé des terres rares et puis j'avais discuté donc de l'efficacité spécifiquement avec des terres rares, puis aussi avec des atomes, ce qui permet de faire un peu de pub à Julien Laura là, qui viendra bientôt. Donc juste une petite minute pour rappeler ce que j'avais dit hier. J'avais montré que la question des temps de cohérence qui induit des temps de stockage dans les cristaux dopés, ça dépend énormément un peu de la structure locale qui peut être assez compliquée et qui vous donne des schémas de décroissance que je montre ici qui sont pas exponentiels ou du moins qui sont des exponentiels qui varient énormément avec des fluctuations énormes qui sont dues à des effets microscopiques de couplage avec l'yttrium. Donc ça, c'était un élément de complexité des matrices. Et pour essayer aussi d'expliquer un peu la complexité des matrices du genre de Y2SiO5, YSO pour les intimes. Je voulais faire un point aussi sur l'optique. Donc sur l'optique cristalline, en général, quand on pense d'optique cristalline, on pense biréfringence, indice de réfraction. Donc ça s'applique à YSO, qui est biréfringent biaxe. Mais ces questions-là d'indice, elles se posent exactement dans les mêmes termes pour l'absorption. Et hier, ma voix avait commencé à disparaître, alors je parlais de mesures d'absorption qu'on a faites à l'Institut Néel grâce à l'aide de l'équipe de Benoît Boulanger, qui est vraiment un spécialiste d'optique cristalline et de ces questions d'absorption qui sont cruciales pour les aspects optiques non linéaires et pour les lasers. Et on a utilisé un cylindre d'YSO. Donc l'avantage du cylindre, c'est qu'on peut se propager dans toutes les directions et on a la même épaisseur, ce qui permet de mesurer facilement, de comparer facilement l'absorption. Et on a fait ces manips à basse température où toutes les transitions sont complètement résolues et comme je disais, ça n'avait pas été fait. Et le résultat, moi sans doute, qui m'avait effectivement surpris, c'est que quand on fait tourner la direction de propagation, donc concrètement, on met le cristal dans le cryostat, on le fait tourner, c'est pas complètement trivial de faire tourner à froid, et le laser se propage dans une direction fixe et on fait tourner le cylindre. Et dans ce cas-là, on peut obtenir essentiellement deux courbes, une où la polar est suivant l'axe de rotation et une où la polar est perpendiculaire à l'axe de rotation. Et moi, quand j'ai fait la manip, ce qui m'a le plus étonné, c'est la courbe bleue. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que là, la courbe bleue, la polar, elle est fixe et elle est suivant l'axe de rotation. Et on voit des modulations qui sont quand même fortes. Hein. L'absorption varie quasiment d'un facteur 3. Ça, c'est assez surprenant parce que la polar est fixe par rapport au cristal. Mais l'absorption dépend de la direction de propagation. Ça, c'est quand même un petit peu surprenant quand on pense en termes de dipôles et de choses comme ça. Mais c'est surprenant, mais il n'y a rien qui interdit ça dans ces cristaux-là. Et la conséquence de ça, c'est que cette modulation, je peux la traduire dans des ellipses qui sont en fait des coupes d'un ellipsoïde, qui est pour moi l'ellipsoïde de l'absorption. Dans les cristaux biréfringents, vous avez un ellipsoïde des indices, mais il y a aussi un ellipsoïde des absorptions. Et ici, j'en ai représenté deux coupes, une en rouge et une en bleu. Et le truc à retenir, ça Benoît Boulanger me l'avait dit tout de suite, il m'a dit il n'y a aucune raison que les ellipsoïdes d'absorption soient alignés avec les ellipsoïdes des indices. Et là, c'est ce qu'on voit en fait, parce que le plan polaire que j'ai représenté, ces axes correspondent aux axes propres de l'ellipsoïde des indices. Et ce qu'on voit, c'est que l'absorption, elle est légèrement tournée d'un angle en fait, qui dépend des propriétés cristallines locales. Tout ça pour dire que quand on pense aux mémoires quantiques, l'absorption, c'est important, parce que c'est ça qui détermine au final l'efficacité. Et dans ces cristaux-là, c'est pas un problème simple. Optimiser l'absorption, il faut se poser très sérieusement la question de comment on oriente le cristal par rapport à la direction de propagation et la polar. Donc voilà, on a fait un article qui a été publié l'an dernier qui détaille un peu ces mesures et tous les questionnements qu'on a pu avoir. Donc voilà. Je conclus sur le YSO, on va dire, et
pour vous donner aussi une idée un peu des temps de stockage qui peuvent être atteints dans les cristaux d'Opetera, je cite une manip du groupe de Michael Avzelius à Genève, où il mesure un temps de cohérence, qui correspond au temps de stockage de la mémoire, de plus de 500 millisecondes. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'on arrive à faire. Donc ça, c'est des résultats qui sont très récents. Et là, malheureusement, je dirais, c'est pas l'herbium, mais c'est à nouveau l'europium qui est connu dans les terres rares pour avoir des bonnes propriétés de cohérence. Donc ça vous donne un peu une idée des perspectives et des temps caractéristiques qu'on peut atteindre, alors qu'effectivement, il faut être réaliste, l'herbium, à cause de sa forte sensibilité au champ magnétique, comme je l'ai dit avant, on est plutôt autour de la milliseconde, de quelques millisecondes éventuellement, ou de la fraction de milliseconde. Donc voilà, ça donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec des terres rares. Ici, j'insiste, c'est le groupe de Genève qui est un super groupe, et c'est cette fois-ci avec l'yttrium dans l'inévitable Y2SiO5 YSO. Je conclus aussi avec une manip de l'état de l'art, donc ce n'est pas des travaux auxquels j'ai participé, mais ça vous donne aussi un peu des perspectives sur la capacité de multiplexage. Donc j'en ai dit un mot en parlant des performances. Je voulais citer une manip de l'état de l'art qui a été faite à Barcelone, dans le groupe de Ritmaten. Et là, le dopant, c'est praséodyme. Alors praséodyme, c'est quand même assez proche de l'europium. Il a des bonnes propriétés de cohérence. Et en fait, dans cette manip, qui est faite un peu dans le régime quantique, avec des niveaux de bruit qui sont faibles, qui sont inférieurs aux photons, on voit ici un train d'impulsion qui est stocké. Donc il y a plusieurs impulsions qui sont stockées d'un coup et qu'on retrouve ici après quelques microsecondes. Donc là, le temps de stockage est plutôt faible. Mais le point important de ce papier-là, c'est la capacité de multiplexage, dans le sens où on rentre avec plusieurs impulsions et on ressort plusieurs impulsions qui, à terme, correspondront à plusieurs qubits. Donc là, c'est une manip que je vais appeler de multiplexage temporel. Et ce qui est chouette, si vous lisez la publi, c'est que ils font cette manip de multiplexage temporel à plusieurs fréquences en même temps, ce qui fait que dans le papier, en fait, le résultat fort, c'est de montrer qu'on a à la fois un multiplexage qui est temporel avec un train d'impulsion et un multiplexage spectral où on adresse différentes fréquences dans le matériau. Et le point du papier, c'est de dire, voilà, j'ai une dizaine d'impulsions temporelles, j'ai une dizaine de canaux spectraux, donc ma capacité de multiplexage, c'est une centaine en fait, parce qu'on peut mélanger multiplexage spatial et temporel. Après, je ne parle pas du multiplexage spatial, mais il y a des gens qui ont fait des manips, y compris dans les terres rares et dans les vapeurs. Je voulais citer cette manip parce que c'est une belle manip de l'état de l'art, je trouve, pour la capacité de multiplexage. Et en plus, ce qui est très sympa, c'est que c'est une manip qui est faite dans un guide. C'est un guide qui est façonné dans YSO par gravure femto. Donc là, ici, on voit deux tranchées qui sont brûlées par un femto. Et le mode optique qui correspond à la transition du praséodyme, ici, se propage entre les deux tranchées. Donc en fait, je voulais citer cette manip non seulement pour la capacité de multiplexage, mais aussi par le fait que on est dans un guide d'onde en fait, ce qui n'est pas forcément très courant sur ces matériaux massifs qui sont quand même difficiles à façonner, mais ici les gens travaillent dans un guide. Donc, je voulais le citer parce que ça ouvre aussi des perspectives. Je vais conclure. Les terres rares, c'est des bons systèmes pour l'info quantique essentiellement parce que les raies sont très très fines et ça, c'est la tarte à la crème de l'information quantique. On veut des longs temps de cohérence, on veut des transitions qui sont fines pour conserver l'information, jouer avec l'information, la contrôler. Donc ça, c'était une idée un peu générale sur l'info quantique. Pour les mémoires quantiques, le point fort des terres rares, c'est que c'est des systèmes solides. Il y a un prix à payer, c'est le prix de la complexité et de la richesse du système, comme on dit. Mais le fait qu'on ait une forte densité permet en réalité le multiplexage. Parce qu'en général, on a plusieurs gammes spectrales qu'on peut utiliser en parallèle. Et c'est vraiment un des points forts des terres rares, je dirais, par rapport aux atomes. Ça, vous le discuterez avec Julien Laura, mais ça vient du fait que c'est des systèmes qui sont, même s'ils sont peu dopés, ça reste des systèmes qui sont très denses, avec des densités qui sont entre 10 puissance 18 et 10 puissance 20 en termes d'atomes de terres rares. Donc c'est des densités fortes. Moi, ce qui m'a motivé pour rejoindre l'Institut Néel il y a 2 ans, c'est qu'effectivement, comme c'est des plateformes solides, c'est potentiellement des plateformes intégrables sur lesquelles on peut faire de la nanofabrication.
Donc c'était ma motivation pour aller à l'Institut Néel, et c'est des projets, c'est mes projets actuels où je travaille sur des questions un peu de nanophotonique et de fabrication sur ces cristaux-là qui sont pas simples. Je pense qu'il y a un effort qui est très important à faire, d'autant plus que je trouve que les Américains sont très actifs là-dessus et qu'on fait pas assez de choses en Europe. Mais ça, c'était une remarque. J'ai essayé de vous montrer aussi que aussi bien avec l'herbium que d'autres dopants, on arrive à avoir des performances qui sont intéressantes. Il faut quand même reconnaître que c'est souvent des bonnes performances prises indépendamment dans des systèmes différents et dans des conditions différentes. Donc les performances sont bonnes, mais il faudrait pouvoir les réaliser toutes avec le même système et à des longueurs d'onde plus compatibles télécom. Et je vais juste terminer en remerciant mes collaborateurs, les gens de l'équipe NPSC à l'Institut Néel, Pierre Lemonde, qui a rejoint l'équipe l'an dernier et avec qui on fait équipe maintenant sur ces problématiques. Les gens des cristaux massifs, Benoît Boulanger qui m'a expliqué ces problèmes d'absorption, les gens des pôles qui sont capables de façonner des cylindres, Yannick Petit qui maintenant est à Bordeaux et qui comprend très bien l'optique cristalline. Il y a plein de résultats que j'ai présentés, que j'ai eu quand j'étais encore à Aimé Coton, et je pense toujours à mes collaborateurs d'Aimé Coton qui certains sont encore à Aimé Coton, d'autres ont quitté, mais je les remercie en tout cas. J'ai mentionné la collaboration là, avec Patrice Berthet sur les aspects contrôle du spin de l'herbium. C'est vraiment des très belles manips, et vous n'êtes pas très loin. Et puis, enfin, mais pas des moindres, Philippe Gollner, qui est quand même mon fournisseur officiel de cristaux. Voilà, j'ai fini, j'ai mis mon mail si par la suite vous souhaitez me contacter. Merci beaucoup. Merci Thierry, c'était vraiment très pédagogique et passionnant. Les retours qu'on a déjà eus, beaucoup de gens ont bien apprécié ce séminaire. Donc la séance est maintenant ouverte pour les questions ou la discussion. Vous pouvez prendre la parole directement. Ok, je vais peut-être alors commencer par une question pour lancer la discussion. Je me demandais du coup un petit peu en termes de choix de la matrice, quels étaient les compromis? Donc tu as parlé d'YVO4, de YAG, et puis finalement du YSO qui a l'air d'être le truc que finalement tout le monde utilise. Je n'ai pas forcément bien compris pourquoi, d'autant plus que ces histoires d'ellipsoïdes d'absorption, ça peut faire un peu peur, non? C'est un état quantique que tu veux stocker, s'il est déjà absorbé de façon anisotrope ou autre, est-ce que c'est pas Ouais. plutôt inconvénient qu'autre chose? Du coup, pourquoi Ouais. Alors la réponse première qu'on peut faire, c'est que on cherche des longs temps de cohérence. Donc on a tendance à chercher des matrices où il y a peu de spin nucléaires, ce qui est le cas pour YSO. Malgré ce que j'ai montré, où on reste limité par le couplage avec les yttriums. Mais il faut voir quand même que l'yttrium a un spin nucléaire assez faible. Alors, une fois que tu as dit ça, effectivement, tu te dis, bon, ok, maintenant, il faut plutôt utiliser cette matrice. Il y en a d'autres, et je pense que il y a pas vraiment de bonne raison que tout le monde utilise YSO. La seule bonne raison, c'est que voilà, c'est une des raisons un peu conservatrices. Mais par exemple, on travaille là avec les gens du CEA, donc pour la spin, mais pour les questions de cohérence, c'est la même chose, sur des matrices qui on garde en tête cette idée de faible densité de spin nucléaire, mais on travaille sur des matrices qui sont beaucoup plus symétriques et où on essaye d'éviter, donc ça peut être des matrices cubiques, on essaye d'éviter quand même de ces spins nucléaires. Par exemple, le YAG, c'est pas top parce que il y a pas mal d'aluminium qui a un spin nucléaire assez fort. Donc c'est quelque chose qu'on va éviter, mais on a passé énormément de temps sur YSO et je pense qu'on pourrait passer sans doute pas mal de temps sur d'autres matrices qui sont, à mon avis, aussi intéressantes. Alors, juste un point peut-être que j'ai pas signalé, il y a un truc qui est important, c'est que c'est toujours, donc je parle du YAG, de YVO4, de Y2SiO5, il y a toujours Y dedans.
Pourquoi? Parce que les terres rares se substituent facilement à l'yttrium, qui est une terre rare en fait. Les terres rares, les lanthanides, tous les dopants ont la même taille que l'yttrium. Donc le dopage se fait très facilement. Donc ça, c'est un point fort. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est des problématiques que j'ai regardées, mais tu pourrais dire, bah tiens, une matrice sans spin nucléaire, c'est le silicium enrichi. Donc moi, à Grenoble, je suis sensibilisé à ça parce que les gens de l'électronique quantique, ils utilisent du silicium enrichi. Mais en fait, quand tu regardes en pratique, le silicium est vachement petit et il est tétravalent. Et quand tu arrives avec une terre rare, qui sont quand même des gros atomes, bah, quand tu rentres dedans, dans du silicium, tu le fracasses littéralement. Et donc les belles images que j'ai mises de mailles, quand tu es dans le silicium, qui pourrait être un super truc, ça va pas marcher. Par exemple, SiO2, tu vois. Ouais. Le quartz, ça pourrait être pas mal. Mais tu as le même problème parce que tu pourras difficilement te substituer à la silice. Donc une fois que tu as restreint aux matrices basées sur l'yttrium, il faut éviter les spins nucléaires et il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense qu'on pourrait faire un effort sur d'autres matrices. J'étais un peu long. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un dans l'audience peut prendre la parole? Ouais, Antoine, j'avais une question plus sur les perspectives, en fait. C'est quoi comment ça s'intègre, en fait? C'est beau travail. Merci pour la présentation. Toutes ces mémoires quantiques, là, c'en est où, en fait, pour pouvoir interfacer ça, justement, avec ce dont tu parlais au début, là, sur justement, les expériences de duplication d'intrication. Enfin, je ne sais plus le terme exact, mais Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pas du tout un problème simple, hein. Parce que tu vois, par exemple, donc c'est un problème compliqué parce que si tu imagines un schéma de répéteur, Ouais. ça veut dire concrètement, il faut implanter des stations avec des cryostats et des trucs comme ça. J'ai parlé des performances, Ouais. de l'efficacité, du temps de stockage, ça c'est une chose, mais le premier problème qu'on va avoir, c'est la compatibilité en longueur d'onde avec la source et en bande passante. Et ça c'est pas du tout simple parce qu'en fait toutes les manips que j'ai montrées, elles n'ont pas des bandes passantes qui sont compatibles, par exemple, avec des photons uniques qui sont sortis de boîtes quantiques. Ouais. Donc cet aspect-là, il n'a pas été résolu. Les photons, ils sont à 1,5, c'est ça? Et toi, tu es plutôt sensible à d'autres longueurs d'onde, c'est ça? Bah, là, l'herbium, je dirais les performances sont pas tout à fait suffisantes. Ouais. Alors tu pourrais dire, bah, l'europium n'a pas l'air mal, il y a eu plein de jolis résultats, mais l'europium est dans le rouge. Donc ça veut dire que si tu as une source télécom, il faut la convertir avant. il faut la convertir. Ouais. Donc effectivement, il y a les briques des techno habilitantes, là, comme on dit maintenant, elles sont chacune et pas du tout triviale. Donc je réponds pas à ta question, mais c'est pas c'est Pas pour tout de suite, pas. quoi, c'est ça que je raconte. Non, c'est pas pour tout de suite. Non, ça Ouais. c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Et pour rebondir sur cette question, par rapport au système atomique, comment ça se compare en termes de, je sais pas, ouais, de ces Et ben, c'est métriques pour les applications, quoi? ouais, bah, je pense que en fait c'est pareil. Moi, vous verrez Julien, moi on passe beaucoup de temps à discuter. Il y a un peu les mêmes problèmes, c'est que la longueur d'onde a priori est pas compatible télécom. Donc Julien, il travaille énormément à essayer de développer des interfaces de conversion entre l'infrarouge proche, je sais pas trop, rubidium, césium, donc autour de 700-800, vers la gamme télécom. Il y a des schémas dans le rubidium, non? Je crois que si tu vas de 6P vers 4D ou un truc comme ça, tu as des Ouais, mais conditions proches des longueurs d'onde télécom. ouais, ça c'est vrai, mais je sais, ça paraît pas évident de faire une. J'ai pas regardé les. Je crois qu'il y a des papiers théoriques, mais c'est des trucs à 4 photons. Enfin, bon, Bah oui, parce qu'il faut monter à 2 photons. J'ai pas regardé, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu des démonstrations dans les vapeurs à ces longueurs d'onde là, quoi. Peut-être que des propositions théoriques. Ouais.
Et sur la bande passante que tu mentionnes, je sais pas, ça, Bah, on a entre... fait des démonstrations de bandes passantes qui commencent à être intéressantes dans la gamme gigahertz, on va dire. Mais en général, les temps de stockage sont très courts. Donc, quand tu mets en place toutes les briques, elles sont à peu près là, mais tout faire dans le même système, ça paraît pas simple, hein, pour être très honnête. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Ok, moi je vais en poser encore alors. Du coup, peut-être au niveau... Enfin, est-ce que tu aurais une intuition physique sur comparer ces systèmes avec les centres NV dans le diamant, par exemple? Et notamment, pourquoi les centres NV, ils marchent à température ambiante, alors que vos systèmes, on a besoin de les cryogéniser? Ouais, C'est pertinent de faire le lien entre les deux, je sais pas. Est-ce que ah oui, oui, c'est important de comparer les systèmes, je trouve, sans se tirer dans les pattes, hein. Ouais. Juste pour comparer, c'est sûr que les propriétés de spin des centres NV sont exceptionnelles. Moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Enfin, c'est une matrice particulière quand même, le diamant, faut dire ce qui est. Mais effectivement, tu observes des temps de cohérence qui sont très longs. Donc ça, sur le spin, hein, sur le spin. Mais il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que les centres NV, tu peux pas facilement faire de manipulation cohérente optique. Parce que les transitions sont très larges et elles sont élargies par les phonons. Donc, nous ça, donc, à température ambiante, je dirais que nous, on n'a pas de cohérence de spin, alors que les NV ont de la cohérence de spin. À basse température, on a, entre guillemets, tous les deux de la cohérence de spin, mais les terres rares ont aussi une cohérence optique. Alors que les NV, quand tu refroidis, tu as quand même du mal à t'affranchir des transitions du couplage au phonon. Et après, tu as les SIV, les choses comme ça. Tu as les SIV, effectivement, qui sont pas complètement simples à manipuler, mais où tu as une meilleure cohérence optique. Donc, je dirais que, tu vois, à température ambiante, enfin, tu peux sans doute faire plus de choses avec les NV, mais à basse température, à mon avis, c'est très comparable. Sachant aussi que les terres rares, c'est plus facile à faire parce que tu prends des cristaux massifs dopés et ça se passe assez bien. Il y a des gens qui font de l'épitaxie, des trucs comme ça, tu vois. Donc il y a quand même t'as quand même tout un bestiaire derrière qui pourrait être pas mal. Et je pense que les terres rares, c'est aussi une communauté plus petite. Et on n'a pas regardé forcément suffisamment. Ça, c'est un peu de notre faute. C'est question un peu de sensing. Mais je pense que c'est des systèmes qu'on pourrait sans doute plus utiliser, quoi. Tu vois, par exemple, ce que fait Patrice Berthet, il a fait pas mal de couplage de spin avec des NV. Il fait maintenant pas mal de couplage avec les terres rares. Et quand tu es à basse température, c'est assez comparable, sachant que nous, on a un couplage, un facteur G, donc un couple sensibilité au spin qui est plus grande que les NV. Et ça, c'est un truc structurel des terres rares parce qu'il y a beaucoup d'électrons, en fait. Ni plus ni moins. Ouais, Donc ouais. voilà, je réponds pas qui c'est qui est le meilleur, tout ça. Je pense que c'est pas la question, mais quand tu compares, je pense que la grosse différence, c'est qu'à basse température, on a à la fois de la cohérence de spin et de la cohérence optique et des raies très fines dans les deux cas, quoi. Ouais, d'accord. Ok, bah merci. Merci à tous. Pas d'autres questions? Ah. Coucou, salut Thierry, salut Sylvain, bonjour à tous. Je suis désolé, je suis arrivé à la bourre, j'étais dans une autre réunion et donc je regarderai le reste de la vidéo, fin de la présentation sur YouTube. Pas de souci. Tu avais une question? Bah non, du coup. Sur la partie que tu as manqué. Ouais. Bah, merci à tous. Après, comme j'étais un peu superficiel, si vous voulez discuter, moi ça m'intéresse toujours de discuter. En plus, l'ONERA, je trouve il y a des perspectives un peu à appliquer. Je trouve ça sympa, c'est assez rafraîchissant aussi des fois de se poser des questions concrètes. Donc maintenant vous voyez à peu près ce que je fais, ce que je veux faire. Donc n'hésitez pas
n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous voulez discuter. Ouais. Ok. Ouais, juste une question peut-être, Thierry, sur les terres rares. Est-ce que vous avez des liens ou des questions qui se posent sur les terres rares dans des amorphes, ou est-ce que de toute façon, par nature, c'est justement trop compliqué et ça exclut, Ouais. par exemple du domaine de la manipulation, enfin bah, c'est plus compliqué à manipuler, quoi. Ouais. Ben, je pense que oui, c'est plus compliqué à manipuler, mais moi je t'avoue que ça me démange pas mal, hein, parce que c'est quand même des matériaux plus faciles à faire. T'as certains matériaux que, Tu m'étonnes. enfin, que tu obtiens. Mais, alors, bon, t'as les verres. À faire, hein, mais ouais. T'as les verres, ça c'est une chose, mais t'as aussi toute une gamme intermédiaire de céramique. Tu vois, par exemple, là, je me pose des questions d'intégration. Donc les gens font du dépôt, de l'épitaxie, il y a plein de méthodes qui te permettent ensuite de faire de la photonique. Souvent, quand tu déposes, c'est potentiellement soit amorphe, soit très polycristallin. Donc pour moi, je mets ça un peu dans le même panier. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Je pense qu'on aura du mal à faire toutes les. Si c'est amorphe, pour le coup, là, je dirais que la maille cristalline est mal définie, mais tu peux avoir des raies qui sont très fines. Il faudrait sans doute reprendre ces questions-là dans des amorphes, mais en fait, ce qui nous freine, les gens travaillent beaucoup dans YSO parce que c'est un matériau bien maîtrisé, et c'est vrai que ce qui nous bloque pour aller vers d'autres matériaux, c'est qu'on a du mal à vendre ces problématiques-là. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître de dire bah, on veut explorer telle matrice, bah, ça fait rêver personne en fait, même quand tu mets en avant les technos quantiques. Mais les amorphes, je trouve que c'est intéressant. Enfin, tu vois, je me repose même la question du verre à basse température ou ces choses-là. Mais j'ai pas forcément d'application en tête. Je m'attends pas à faire des mémoires quantiques dans des amorphes parce que je pense que les temps de cohérence seront moins bons. Mais tu peux avoir des applications un peu peut-être de slicing, tu vois, justement. C'est évident que ce serait moins bon parce que la dispersion des sites soit plus importante, ça c'est sûr. Mais est-ce que localement, tu as un élargissement inhomogène monstrueux, mais est-ce que localement, tu peux pas avoir. Ouais. Ou c'est vraiment par nature? Ouais. Non, mais il faut voir. Il faut voir. Non, mais je pense que c'est des questions intéressantes et qui sont plus freinées parce qu'on a du mal à avancer sur les matériaux parce que ça se vend mal. Mais je pense qu'il faut voir. Il faut voir. Ok. Bon. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je pense qu'on peut clôturer la session. Ben, merci bien. Merci Thierry. Merci beaucoup. Et puis on reste en contact. Ouais.